Et le Congo est en train toujours de tergiverser, de penser qu'on lui donnera la paix par les autres. L'Angola ne donnera pas la paix au Congo. Kagame est en train de rigoler. Kagame, il faut l'arrêter dans sa folie. C'est comme ça qu'on se pose la question, pourquoi cesser le fait alors que nous avons une armée étrangère sur notre propre sol. Mais parce que nous n'avons pas une ligne de conduite, le président de la République déclare. Pour que je parle à Kagame, il faut que Kagame quitte. Il faut que les troupes de Kagame, je vais dire, et des Ougandais aussi, ils doivent quitter les territoires congolais, quitter les positions qu'ils occupent. Mais ils n'ont pas quitté les positions qu'ils occupent, que vous négociez déjà dans le but d'avoir un rendez-vous, d'aller vous rencontrer. Nous n'avons pas de ligne de conduite, nous n'avons pas de politique de diplomatie efficiente. On va restaurer la confiance. C'est-à-dire, les agresseurs chez nous, ils sont là, et nous on vient, on commence à dire vous êtes gentils. Hein, vous êtes gentils, on veut maintenant qu'on soit amis. Mais on n'a pas compris la motivation du Rwanda. On n'a pas compris la motivation de l'Ouganda, même des États-Unis, même au-delà de l'Europe. Hein? On veut balkaniser le Congo. Les minéraux critiques sont les minéraux qui vont créer les grandes puissances demain. On a peur de la Chine, on a peur de la Russie. Et nous avons les minéraux capables d'inverser les rapports de force. Capables d'inverser les rapports de force sur le terrain et que les États-Unis risqueraient de ne pas être la puissance dans les années à venir. C'est pour ça qu'ils veulent faire mes bases sur nos minéraux, mais à vil prix. Donc, notre problème, ce n'est pas de restaurer la confiance avec les agresseurs. Notre problème, c'est que les agresseurs doivent quitter la République démocratique du Congo. Mais nous n'avons pas de position lorsqu'on vient nous dire ça, la restauration de la confiance à Kinshasa, au Congo, et on ne répond pas. C'est que nous n'avons pas saisi les enjeux, ou alors nous sommes complices. Je suis fier d'être Maïmaï. Parce que... Vous ne les cachez pas? Non, je ne les cache pas parce qu'ils ont une devise qui dit que la souveraineté du Congo, son indépendance et son intégrité territoriale ne sont négociables ni aujourd'hui, ni demain, ni à jamais. Qui dit mieux? Wow, c'est fort. Ah, qui dit mieux? Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est d'assurer l'indépendance du Congo, c'est d'assurer sa souveraineté, c'est d'assurer son intégrité territoriale. Allons-nous exister demain en tant que nation libre et indépendante? La question est posée. À 3,5, 4,5 ou 5,5 $, le wax de Maman Moseka vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Le Congo restera un et indivisible. Soit on avance, soit on recule. Et si par malheur on n'avance pas, on fait du surplace ou on recule carrément. Et la meilleure façon d'avancer, c'est de transcender nos divergences politiques pour bâtir une république forte qui retrouve enfin sa position au cœur de l'Afrique. Et cette position qui nous sert d'élan de développement de ce beau continent ainsi que d'autres nations. Et parmi les éléments dont nous avons besoin pour enfin avancer, c'est la fibre patriotique qui doit tous nous animer afin que nous puissions aller vers l'émergence tant tendue. Mesdames et messieurs, c'est un réel plaisir de vous présenter ce nouveau programme de Politicon, la force du détail qui revient avec un invité que vous appréciez bien. Avec lui, on va revenir sur l'actu de la semaine, l'actu des 24 dernières heures. On parlera certainement des élections qui ont eu lieu à la chambre haute du Parlement. Eh bien, on connaît les tickets qui va composer désormais les bureaux définitifs de la chambre du Sénat. Et Samalou Kondé a été plébiscité. Et bien, d'autres figures eh bien, de l'Union sacrée. Pas de poste, un petit bémol, pas de poste pour
à l'opposition, et les postes réservés à l'opposition a été remporté par Jean-Claude Baende. Il y a une polémique tout autour de sa personne. L'opposition estime que Jean-Claude Baende est un candidat porté par l'Union sacrée et qu'il ne devait pas en aucun cas représenter l'opposition, une sorte de violation des principes démocratiques. En tout cas, il y a aussi les tête-à-tête Joao Lourenço et Tshisekedi sur la situation sécuritaire dans l'est du pays, le processus de Luanda qui est en train de continuer. Où nous en sommes à ce jour? C'est la question que nous allons nous poser ou que nous allons poser à notre invité qui n'est autre que Pati Katanga, allié d'Ensemble pour la République. Merci de l'honneur, merci d'être venu. Merci beaucoup de votre invitation d'aujourd'hui. D'abord, je salue les téléspectateurs. Merci beaucoup. D'abord, en 1 minute 30 secondes, qu'est-ce que vous pensez du Congo? Est-ce que vous portez le Congo dans votre âme? Le Congo, c'est ma raison d'être. Le Congo, c'est ma raison d'être. J'ai quitté une vie mirobolante en Europe. Je suis polytechnicien ingénieur. J'ai travaillé chez General Electric. Et donc, depuis l'agression de 98-99, je suis allé au Maquis. C'est comme ça que je suis devenu Maïmaï. Le jour où j'ai vu à la télévision, je suis en France, que les Congolais pouvaient résister. Et ce mouvement qui résistait, c'était le mouvement Maïmaï. Vous voulez résister à quoi? À l'agression. À l'agression. C'est ce jour-là que je me suis dit, si les Congolais peuvent résister à l'agression rwandaise, déjà à l'époque en 98, donc ma place est là-bas. C'est comme ça que je vais rejoindre l'Est de notre pays, c'est comme ça que je vais aller à Sun City, c'est comme ça que voilà. Voilà mon début dans la politique active. Et qu'est-ce que vous avez appris de cette résistance patriotique? Je suis fier d'être Maïmaï. Parce que... Vous ne les cachez pas? Non, je ne les cache pas parce que ils ont une devise qui dit que la souveraineté du Congo, son indépendance et son intégrité territoriale ne sont négociables ni aujourd'hui, ni demain, ni à jamais. Qui dit mieux? Wow, c'est fort. Ah, qui dit mieux? Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est d'assurer l'indépendance du Congo, c'est d'assurer sa souveraineté, c'est d'assurer son intégrité territoriale. Allons-nous exister demain en tant que nation libre et indépendante? La question est posée. Donc, comme je le disais à l'entrée de l'émission, vous êtes animé par la fibre patriotique qui vous pousse à agir pour le devenir du pays. La patrie, c'est ma raison d'être. Monsieur le journaliste, les Palestiniens, savez-vous que avant la dernière guerre mondiale, ce qu'on appelle Israël aujourd'hui s'appelait la Palestine. Et aujourd'hui, on a créé en 1948 l'État d'Israël. Et l'État d'Israël a connu 5 guerres avec les Arabes, les Palestiniens. L'État d'Israël a gagné les 5 guerres et a piétiné sur les territoires palestiniens. Et ce qu'on appelait Palestine à l'époque est devenu aujourd'hui Israël. Et les Palestiniens sont en train de subir, vous savez ce qui se passe aujourd'hui dans la bande de Gaza, les enfants massacrés, le vieillard, même les humanitaires. Vous comprenez que même une dame qui prépare en Palestine, qui fait la nourriture pour ses enfants, il n'est pas sûr que la nourriture va arriver à cuisson pour que les enfants mangent, parce qu'une bombe peut tomber à tout moment. Perdre sa terre, il n'y a pas pire. Il n'y a pas pire que perdre sa terre. Donc l'attachement de Maïmaï à la terre, l'attachement de Maïmaï à la patrie est indéfectible. Est-ce que nous pouvons en vouloir à d'autres nations de nous menacer et de déranger notre quiétude, ou c'est à nous de tirer les leçons qui s'imposent et prendre des mesures draconiennes pour repousser les dangers? Le problème, c'est nous. Le problème, ce n'est pas les autres. Nous ne sommes pas dans le monde d'altruisme. Nous ne sommes pas dans le monde où il faut faire pitié pour qu'on vous jette de miettes. Nous sommes dans un monde dur, tant dans son versant économique, la mondialisation, tant dans la conservation des frontières. Donc il faudra s'imposer. Ah, on doit s'imposer. Le problème, c'est nous. Le problème, ce n'est pas les autres. Le problème, c'est nous. Nous n'arrivons pas à assurer notre indépendance, notre souveraineté et notre intégrité territoriale. Pourquoi? La colonie, depuis le Congo belge, la colonie a été menacée. Les puissances de l'époque, la Belgique n'en était pas une. Les puissances de l'époque, l'Angleterre, la France, les États-Unis, l'URSS, les puissances de l'époque, déjà, l'Espagne, le Portugal, déjà, ils cherchaient à ravisser la Belgique, sa colonie. Parce qu'on estimait que la Belgique n'était pas une puissance et qu'elle n'avait pas à bénéficier
du scandale géologique qui était le Congo. On nous a appelé au départ le scandale géologique. Mais la Belgique a conçu un outil de défense à la hauteur des enjeux. Et si vous ne résistez pas, vous êtes appelé tôt ou tard à disparaître. À disparaître. L'histoire est têtue. Il y a des peuplades qui ont disparu. Ça s'impose de manière irrémédiable. Bah oui. Je ne vais pas évoquer ici Darwin, mais les plus faibles disparaissent. Les plus faibles disparaissent. Ça, c'est la loi de la nature. Ça, c'est la loi de la nature. Et voilà pourquoi je ne veux pas que le Congo disparaisse. C'est pour ça que je suis venu dans ce combat avec le mouvement Maï Maï, avec la résistance Maï Maï. Donc le problème, ce n'est pas les autres. Le problème, c'est nous les Congolais. Quand on comprendra que le problème, c'est nous les Congolais, on va commencer à comprendre, à regarder l'histoire, comment les Belges ont résisté pour conserver leur colonie. La colonie était menacée. Comment, après l'indépendance, les menaces étaient là. Mobutu a su mettre en place une armée à la taille de menace. Il a terminé les rébellions, il a terminé les guerres. Comment se fait qu'aujourd'hui, nous en sommes arrivés à ce point aujourd'hui? Comment est-ce qu'on peut partir de n'importe quel pays du monde, venir piétiner la République démocratique du Congo? Est-ce que cette résistance dont vous faites très bien mention nous appelle aussi à réfléchir autrement ou à réfléchir sur la forme de nos institutions et comment le rendre viable et forte pour qu'enfin nous puissions quand même sortir de l'auberge? Évidemment, les institutions, c'est le socle de la République. C'est elles qui donnent l'impulsion. C'est le gouvernement qui gère, c'est une institution. Le Parlement qui fait des lois, c'est une institution. La justice, elle ne doit pas être malade. Il faut des institutions fortes. Si vous avez des institutions fortes, évidemment, vous aurez des hommes forts. Comment les réorganiser? Comment les réorganiser? D'abord, il faut commencer par les agrégats qui conduisent les autres nations. Il faut regarder ailleurs. Pourquoi? Il faut extirper en nous, Congolais, déjà la facilité de choses, déjà la corruption et beaucoup de choses. La loi du moindre effort. La loi du moindre effort, les choses qui viennent fragiliser nos institutions. Il faut par l'école. Il faut avoir l'école du 21e siècle. Et les Rwandais sont aux États-Unis, sont en Australie, sont au Japon, sont en Chine, en train d'apprendre la technologie de demain. Ils sont déjà dans l'intelligence artificielle, les Rwandais. Nous, vous allez ici dans nos écoles, il n'y a même pas de bancs. Alors que nous sommes le deuxième poumon de la planète. Nous avons une forêt. Mais nos enfants n'ont pas de bancs. Ils s'assoient même à terre pour suivre les cours. Ils n'arrivent même pas à écrire. En province, c'est pire. Hein? C'est pire. C'est pire. Donc, nous devons d'abord nous-mêmes faire l'examen intérieur, nous interroger notre moi intérieur pour pouvoir arriver à mettre des institutions. Vous ne pouvez pas mettre des institutions fortes lorsque votre système électoral est corrompu. Vous ne pouvez pas mettre des institutions fortes lorsque on est au gouvernement et le premier leitmotiv au gouvernement, c'est les détournements de fonds. Et quel est le plus grand obstacle selon vous? D'abord l'école. Il faut former nos enfants. D'abord l'école. Avec quelle volonté, avec quelle initiative, quand la politique institutionnelle ou publique, où on a l'absence de politique publique, est-ce que vous pensez que nous allons y arriver aujourd'hui? Certaines personnes estiment que le problème du Congo, c'est l'opposition et la majorité qui n'arrivent pas à avoir le même regard sur le problème du pays. L'opposition comme la majorité sont des Congolais sortis de la même moule. Et donc, ceux de l'opposition d'hier sont devenus la majorité d'aujourd'hui. C'est le cas de l'UDPS. Ceux de la majorité d'hier sont aujourd'hui opposants. C'est le cas de Kabila. Mais est-ce que quelque chose a changé pour notre pays? Non. C'est la même prédation qui continue. Comme on prédate l'un, ainsi prédate l'autre. Et donc, il y a un problème de Congolais qui se pose. Donc, pour formater les Congolais, je n'ai pas de magie, je n'ai pas de baguette magique. C'est l'école. C'est l'école primaire. C'est l'école secondaire. C'est les écoles professionnelles, l'université. Il faut formater le Congolais.
Là aussi, il y a un très grand travail parce que le système d'enseignement que nous avons aujourd'hui, nous l'avons hérité de la Belgique en 1960, mais depuis 1960 jusqu'à 2021, si je suis encore fidèle à ma mémoire, la Belgique a dû reformer son système ou changer son système d'enseignement plus de 20 fois. Oui. Et nous gardons le même système jusqu'à ce jour et qui n'est pas adapté à nos réalités actuelles. Oui, malheureusement. Mais la Belgique, quand ce pays était encore pays colonisateur de la République démocratique du Congo, a formé une élite. Cette élite est allée chercher l'indépendance. Si c'était aujourd'hui, on n'aurait pas eu l'indépendance. Hein. Ah bah, ils se seraient chamaillés à Bruxelles, hein, autour de la table ronde. Hein. Mais les gens qui n'avaient pas été très loin dans leurs études, mais qui avaient fait de bonnes études, on puisse se mettre d'accord autour de la table ronde pour arracher l'indépendance. Et aujourd'hui, nous avons des milliers de professeurs. Nous avons des milliers de licenciés, polytechniciens comme moi. Nous en avons des milliers et on n'y arrive pas. Donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que nous n'avons pas eu nous n'avons pas eu la bonne formation. Nous n'avons pas été bien formés. Parce que les gens n'ont même pas honte de se faire appeler professeur. Les gens n'ont même pas honte de se faire appeler maître. Les gens n'ont même pas honte. Mais pour être professeur, vous habitez dans quel pays? Pour être polytechnicien, vous avez imprimé quoi comme technologie dans votre pays? Nous sommes les derniers des Mohicans, les derniers du monde. C'est plutôt la communauté internationale peut-être qui a encore un peu pitié de nous. Sinon, on nous aurait déjà liquidés. Allez, merci. Ce sont des questions et des analyses froides sur... des questions existentielles et substantielles de notre pays. En tout cas, je crois que dans le prochain jour, on aura des questions, des thématiques sur ce genre de questions. Voilà. Mais pour aujourd'hui, l'actualité nous intéresse et tête à tête. Tshisekedi, Joao Lourenço, dans le cadre du processus de Luanda. Est-ce que vous pensez que nous sommes très bien partis pour faire entendre la raison du Congo? À faire entendre raison à qui? Ce processus de Luanda ne date pas d'aujourd'hui. Lourenço a été hier avant. C'est maintenant plus de 2 ans. Oui. Il a été assisté à l'investiture de Kagame au Rwanda. Et au retour, il fait un tour au Congo. Le problème, ce n'est pas Lourenço. L'Angola n'est pas menacé. L'Angola a fait ce que nous devrions faire parce que l'Angola a connu 28 ans de guerre. Et l'Angola n'a pas réglé son problème de guerre par la diplomatie. Il a réglé son problème de guerre par la guerre. La diplomatie n'a jamais créé des États forts. La force de l'État. Même si vous réglez le problème par la guerre, mais le parti finit toujours à se retrouver autour d'une même table. Oui, mais la diplomatie ne peut pas être exclue dans ces cas. Oui, mais la guerre est un moyen de continuer la diplomatie. En faisant la guerre c'est aussi la diplomatie. Bien sûr. Ah bah. Parce que lorsque vous n'êtes pas fort, eh bien vous allez perdre... Les cartes vont se jouer très mal. Oui, tous les pays du monde, ils ont d'abord bâti des armées fortes, toutes les puissances aujourd'hui. Les États-Unis, la Chine aujourd'hui, l'URSS, enfin la Russie, ils ont d'abord bâti une armée forte avant d'avoir une diplomatie forte. Si vous n'avez pas d'armée forte, mais chaque fois que vous irez, comme le pape le disait, le pape Paul VI, on a dit de lui par les Russes, le pape Paul VI, combien de bataillons? Combien de bataillons? Parce que le Vatican n'a pas d'armée. Le Vatican ne fait que la diplomatie. Pendant la guerre froide, la Russie a posé la question aux États-Unis, mais le pape a dit, mais le pape, combien de bataillons? On vous respecte lorsque vous mettez en place un outil de défense à la taille des enjeux, à la taille des menaces. Comme ça, c'est lui qui vient négocier avec vous. Il réfléchit à 2 fois avant de vous dire non. Il réfléchit à 2 fois. Parce qu'il sait que s'il dit non, il sait ce qui va advenir. Et donc, vous allez imposer votre point de vue. Luanda, ce n'est pas notre plan de paix. C'est le plan de paix de la communauté internationale qui a demandé à l'Union africaine de désigner Lourenço comme médiateur. Et ça fait plus de 2 ans. Lourenço, dans l'accord de Luanda, d'abord, premier leitmotiv, cesser les feux. Le Congo, ça fait 2 ans qu'il a cessé les feux. Et
Et pendant ces temps, l'armée, les groupes armés avancent. Pendant ces temps, c'était à l'époque, c'était seulement Bunagana. Et nous étions... Donc nous sommes les seuls à respecter ces faits. Exactement. Et M23, enfin le Rwandais et les Ougandais ont marché dans notre pays de Bunagana jusqu'à Sake, à la porte de Goma, 750 km. Alors que nous étions à cessez-le-feu. Eux avançaient, piétinaient la terre de nos ancêtres. Jusqu'à arriver aujourd'hui à Sake, maintenant ils se sont éparpillés partout. Ils ont pris Rutshuru, ils ont pris Mamasisi, ils continuent. Et nous disons, nous faisons la diplomatie, maintenant en train de nous tromper, mais ils finiront par nous prendre tout. Non, il faut arrêter le Rwanda, il faut arrêter l'Ouganda. Il faut donner un signal fort à la communauté internationale que nous sommes capables de défendre la terre de nos ancêtres. Et la diplomatie va suivre. Et le dernier rapport ou le dernier communiqué au cours d'une discussion qui a eu lieu à Luanda, à laquelle la ministre des Affaires étrangères a participé pour le compte de la RDC, il y a un communiqué final qui a conclu ces travaux. Et dans ces communiqués, on parle d'un cessez-le-feu, on parle d'une force de neutralisation de FDLR. Est-ce qu'au regard de tous ces éléments, en scrutant les communiqués, pouvons-nous dire qu'il faut continuer à croire à ces processus de Luanda ou ne pas y croire? C'est nous qui sommes agressés. Le plan de paix doit être le plan de Congolais. C'est aux Congolais de brandir la façon dont ils veulent la paix dans leur pays. Et non qu'on puisse nous imposer la paix par les autres. L'accord de Luanda, c'est une paix imposée. Et d'abord, elle dit, j'ai dit, c'était le feu. Mais ils ont commencé avant. Ils ont continué. Imposé par qui? D'abord, Luanda. Luanda dit, cessez le feu. Armée étrangère va venir. C'est l'EAC. Pour établir quoi? Zone tampon. Nous sommes partis de là. Et les troupes de l'EAC sont venues. Qu'est-ce que nous constatons? Ils sont venus renforcer la M23. Donc rien n'a changé depuis que nous avons quitté les négociations qui ont commencé en Nairobi. Rien n'a changé. L'Angola a envoyé une équipe de vérification à Goma. Cette équipe est à Goma, dirigée par le général Joao Massone. Ça, c'est l'accord de Luanda. Depuis que ce général et son équipe sont partis s'installer à Goma pour superviser les cessez-le-feu conformément à l'accord de Luanda, ce général-là n'a jamais fait de rapport. Les Rwandais ont neutralisé sa mission. Il n'y a jamais eu de rapport du général Joao Massone. Et pendant ce temps, les Rwandais ont continué d'avancer, territoire après territoire, recoin après recoin. Pendant ce temps, on nous disait qu'il y a une commission de vérification là-bas, composée par les militaires angolais, et que jusqu'à aujourd'hui, rien. Alors, que faire? Nous désengager dans ces cas de ces processus de Luanda qui semblent ne pas nous profiter pour l'instant. D'abord, nous-mêmes, nous devons avoir une feuille de route. Qu'est-ce que nous voulons? Parce que se retirer après, ça n'empêchera pas les Rwandais d'avancer. Alors, c'est quoi la solution que vous préconisez? D'abord, nous devons saisir les problèmes. Nous ne devons pas avoir double langage. Aujourd'hui, on dit une chose et demain, on dit le contraire. Nous devons comprendre quelle est la motivation de ceux qui nous agressent. La motivation principale, et ça revient depuis longtemps avec Joseph Kabila, FDLR. Je prends seulement ce cas-là, FDLR. J'avais apprécié le président de la République démocratique du Congo à la tribune des Nations Unies qui avait dit que le FDLR n'existe plus, ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans, ils ont 60 ans aujourd'hui. De qui vous parlez? De qui vous parlez? Les FDLR. Donc, de qui vous parlez? Vous parlez du président de la République. Le président de la République démocratique du Congo. Félix Antoine Tshisekedi. Okay. À la tribune des Nations Unies, il y a 2 ans à peu près. Il est allé battre en brèche. Les images sont là. Cet argument de FDLR, pour dire que le FDLR n'existait pas au Congo. Et qu'est-ce qui a changé pour qu'on en arrive là à ce jour et il semble maintenant, au regard de toutes ces analyses, prêter du flanc à l'ennemi. Justement, c'est double langage du président de la République, ce volte-face. Parce que, en même temps, vous dites devant le concert des nations qu'il n'y a pas de FDLR, je suis d'accord avec lui. Et il dit, il complète, il dit, s'il y a un résidu de FDLR, il
qu'ils commettent des dégâts plutôt au Congo qu'au Rwanda. C'est vrai. On n'a jamais vu aucun FDLR au Rwanda. Le président de la République poursuit. Il y a eu une mission de la MONUSCO à qui l'armée congolaise a remis des FDLR. Et cette mission de la MONUSCO a renvoyé ces FDLR au Rwanda. Kagame les a refaçonnés. Est-ce que cette première version a été vérifiable lorsqu'on descend sur le terrain? Oui, parce que ce n'est pas nous qui avons remis. Ce n'est pas nous qui remettons les FDLR au Rwanda. On passe par la mission des Nations Unies. Et la mission des Nations Unies elle-même, donc la MONUSCO, était étonnée de voir que les FDLR remis au Rwanda, on les retrouvait encore à Massissi, on les retrouvait encore à Rutshuru. Maintenant, aujourd'hui, ils sont partout. Ils sont partout maintenant dans l'est du pays. Et dans le communiqué final, on dit qu'il faut... La RDC doit désarmer les FDLR. Là, comment nous allons mettre la main sur eux? Donc, ici, il faut peut-être parler de l'histoire. Le premier FDLR, ils sont arrivés ici au Congo avec l'âge de 14 ans. Aujourd'hui, c'est des grandes personnes. Bon, les FDLR ne sont pas venus en tant que FDLR. Ils sont venus en tant qu'Interahamwe. C'est au moment du génocide rwandais. Ils sont arrivés en tant que phare, force armée rwandaise. Ils sont arrivés en tant que... Mais aujourd'hui, ils sont des milliers éparpillés. Comment sont-ils... Oui, mais le Congo n'a pas de feuille de route. Comment sont-ils arrivés chez nous? Sur injonction de la communauté internationale. C'est ce qu'il... Sur injonction. Ken Ouadonde est encore là, c'était lui le Premier ministre. Et il a même déjà parlé. Le Zaïre de l'époque avait refusé d'ouvrir les frontières. La communauté internationale a intimé l'ordre, a fait pression sur Mobutu d'ouvrir les frontières pour que les réfugiés viennent. Et la communauté internationale avait dit à cette époque qu'elle va éloigner ces génocidaires de 300 km de la frontière rwandaise. On va les éloigner de 300 km. Deuxième chose, les Nations Unies auront un plan de retour des réfugiés. Ça s'est jamais fait. Mais pourquoi ces décisions de la communauté? Est-ce que parce que le Congo était un dépotoir ou parce qu'on avait assez de l'espace, on avait un grand espace pour accueillir tout le monde? Non. Ou c'était déjà un complot qui était en train d'être mijoté? S'ils veulent un grand espace, les plus grands pays du monde, c'est la Chine, les États-Unis, le Canada. Hein? Et vraiment, là-bas, il y a des espaces où il y a même des Esquimaux. On recourt aux pays frontaliers. Il faut qu'on nous arrête cet argument-là. Ça ne tient pas debout. Nous sommes que 2 300 000 km². Et encore, et des poussières. Et le Canada, c'est 8 millions de km². Les États-Unis, Canada, 9 millions. États-Unis, 8 millions. La Chine, si on veut les placer, il y a des espaces là-bas. Hein? Donc, le Congo n'est pas à vendre. Mais le Congo n'a pas une ligne de conduite. Ce que je dis là pour la communauté internationale, mais c'est la ligne sur laquelle devait rester la diplomatie congolaise. Que la communauté internationale a imposé au Congo d'accueillir les réfugiés. Avec un plan de résolution de ce problème. Les éloigner des 300 km de la frontière rwandaise et d'avoir un plan de retour des réfugiés au Rwanda. Ça ne s'est jamais fait. Nous sommes victimes d'un mensonge. Pour quelle durée? Ce plan de retour devait intervenir à... Devait intervenir déjà. Ken Ouadonde dit... Le génocide a eu lieu au mois d'avril, mai, juin, déjà avant la fin de l'année 1994. Il devait déjà avoir un plan de retour. Ça ne s'est jamais fait jusqu'aujourd'hui, il y a 30 ans après. 30 ans après, ces génocidaires, phares, Interahamwe, ont créé FDLR. Mais ce FDLR-là... Est-ce que c'était dans l'intention de la communauté internationale de nous jouer un sale tour après? Ou c'est parce que la RDC n'a pas su bien gérer les problèmes? Non. La RDC n'a pas su bien gérer les problèmes. Le problème, c'est nous, j'ai dit. Ce n'est pas la communauté internationale. Le problème, c'est nous. Parce que... Ils ont profité de nos faiblesses? Ah oui, des multiples faiblesses. Parce que ça n'échappe à personne que nous avons connu la guerre de 98. Et une grande partie du Kivu a été occupée par les RCD Goma, par les Rwandais, pendant 5 ans. De 98 à 93, à Sand City, avant le gouvernement de Sand City, pendant 5 ans, ils n'ont pas pourchassé les FDLR. Kabila arrive au pouvoir. C'est là qu'ils vont se brouiller avec les présidents de l'Assemblée de l'époque. C'est le même aujourd'hui, c'est Vital Kamerhe. Parce qu'il fallait une opération conjointe entre l'armée congolaise et l'armée rwandaise pour traquer les FDLR. Cette opération a eu lieu même à 2 reprises. Ce n'est pas fini les FDLR. Toujours les FDLR existent. Les FDLR, on n'a pas vu un dégât qu'ils ont fait au Rwanda. On n'a jamais vu les FDLR attaquer le Rwanda. Mais par contre,
Les FDLR, quand ils étaient encore là, actifs, ils ont attaqué, ils ont assassiné des Congolais, ils ont attaqué des édifices, ils sont rentrés dans les parcs de Virunga, ils ont saccagé les parcs de Virunga. Donc c'est le Congo qui est victime et des FDLR et de l'agression rwando-ougandaise. Et qu'on nous demande, nous, de trouver la solution pour les FDLR, ce n'est pas à nous. Donc ça veut dire que les FDLR ne représente plus aucune menace visible pour le Rwanda, pour le régime de Paul Kagame. Aucune menace. C'est devenu un leitmotiv pour les Rwandais. Si vous enlevez l'hypothèse de FDLR, quelle est la raison pour laquelle le Rwanda serait au Congo? Si vous enlevez l'hypothèse de FDLR, le Rwanda n'a aucune raison devant le monde entier de venir agresser le Congo. Et donc pour que le Rwanda et l'Ouganda continuent à agresser le Congo dans le but d'opérer des razzias sur nos minéraux, parce que la guerre est économique, c'est là le fond du problème. Faire des razzias sur nos minéraux. Je dis bien des razzias, ça c'est plus de exploitation illégale de minéraux. Ce sont des razzias maintenant. Mais il faut trouver la raison pour laquelle nous nous trouvons au Congo. Et la raison, nous poursuivons les FDLR. Mais pendant 5 ans de la rébellion menée par les RCD, donc les Rwandais, ils n'ont pas fini les FDLR. Kabila, Joseph au pouvoir, deux fois de suite. Opération conjointe Rwanda-Congo. Les FDLR ne sont pas finis. Alors, merci beaucoup, monsieur Petit Katanga. Et la réponse à tout ça, c'est avoir une armée efficace, équipée, qui pourra mettre fin à ces velléités balkanistes, si on peut le dire ainsi. Alors, on prend d'abord cet extrait d'une vidéo de la ministre des Affaires étrangères après les tête-à-tête Fachi Joao Lourenço. Comme déjà évoqué par Madame la porte-parole, son Excellence Monsieur João Lourenço, président de la République d'Angola, est en République démocratique du Congo. Il a été accueilli par son homologue, son Excellence Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils ont eu un entretien dans le cadre de cette visite de travail qui s'est axé principalement sur le processus de paix et la recherche d'une paix durable dans l'est de la République démocratique du Congo. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a saisi cette opportunité pour réitérer son remerciement et sa reconnaissance à l'égard de son homologue, le président Lourenço, médiateur du processus de Luanda, qui s'est mobilisé pendant plusieurs mois pour faciliter ce processus entre les parties différentes concernées. À cet égard, les deux chefs d'État ont salué l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 4 août et les deux ont réitéré et exprimé leur attachement ferme à ce que ce cessez-le-feu soit respecté et observé par toutes les parties signataires de ce cessez-le-feu. Les deux dirigeants ont aussi fait appel à ce que toutes les autres prévisions et tous les efforts en cours pour créer un environnement propice à la résolution durable du conflit soient maintenus. Et dans cet égard, le président de la République, son Excellence Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réitéré la pleine disponibilité du gouvernement congolais à participer à toutes les prochaines étapes du processus de Luanda sous les auspices du médiateur, son Excellence Monsieur Joao Lourenço. Les deux ont aussi salué les événements récents au-delà de la région, à savoir aussi la mobilisation d'autres parties prenantes qui ont, à travers leurs bons offices, contribué à cet environnement propice et à l'accompagnement du processus de Luanda. Encore une fois, je vous remercie. Ça, c'est apporté par la ministre des Affaires étrangères. En la suivant, qu'est-ce que cela vous inspire? Est-ce qu'à ce jour, pour Joao Lourenço aussi, le Angola était occupé ou était menacé? Est-ce que l'objectif serait de déclarer un cessez-le-feu ou le retour de l'armée étrangère? L'Angola a poursuivi sa vie jusque dans ses recoins. L'Angola a établi la paix en Angola par la guerre. Vous êtes agressé, vous êtes dans le droit de vous défendre. Le Congo est agressé. À entendre le porte-parole, le ministre des Affaires étrangères, c'est comme si le Congo n'a pas, en 30 ans, plus de 15 millions de nos compatriotes assassinés à l'Est. Enfants, vieillards, femmes,
Les génocides les plus longs. Et il continue puisqu'il n'a pas encore pris fin à ces génocides. Ça fait 30 ans que ça dure. Et le Congo est en train toujours de tergiverser, de penser qu'on lui donnera la paix par les autres. L'Angola ne donnera pas la paix au Congo. Kagame est en train de rigoler. Kagame, il faut l'arrêter dans sa folie. C'est comme ça qu'on se pose la question, pourquoi cesser le fait alors que nous avons une armée étrangère sur notre propre sol. Mais parce que nous n'avons pas une ligne de conduite, le président de la République déclare. Pour que je parle à Kagame, il faut que Kagame quitte. Il faut que les troupes de Kagame, je veux dire, et des Ougandais aussi, ils doivent quitter les territoires congolais, quitter les positions qu'ils occupent. Mais ils n'ont pas quitté les positions qu'ils occupent, que vous négociez déjà dans le but d'avoir un rendez-vous, d'aller vous rencontrer. Nous n'avons pas de ligne de conduite, nous n'avons pas de politique de diplomatie efficiente. Visiblement, le chef de l'État s'en réjouit de cesser les faits. Attendez. Pendant que des territoires et des localités vous avez des gens qui assassinent vos enfants dans votre toit. Vous déclarez cesser les feux et vous les laissez dans votre maison. Alors que vous avez des machettes, vous pouvez contre-attaquer. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et de toute façon, ce cesser les feux ne tient pas. La première trêve par les États-Unis, ça n'a pas tenu. Ça m'a étonné d'ailleurs à la dernière sortie du président de la République pour féliciter les États-Unis. En grande partie, cette guerre est une guerre économique et c'est les États-Unis qui nous l'imposent, qui dictent les jeux, parce qu'ils veulent nos minéraux à vil prix. Et donc on instrumentalise un enfant de course. Un garçon de course, on l'instrumentalise, mais il y a beaucoup de garçons de course. Tantôt ça va être Museveni, tantôt ça va être Kagame, mais aussi ça peut être Ruto. On instrumentalise les enfants de... Mais le Rwanda comme l'Ouganda, ils n'ont pas d'industrie aéronautique, ils n'ont pas d'industrie électronique de pointe, ils n'ont pas d'industrie de l'intelligence. Tout ça, il faut des minéraux stratégiques. Et ce minerai stratégique, c'est au Congo. L'Europe va signer avec le Rwanda pour la livraison des minéraux critiques. Alors qu'il n'y a rien au Rwanda, au vu et au su de tout le monde. Donc, ce sont ceux qui envoient les armées rwandaises et ougandaises tuer nos enfants. C'est eux qui viennent, c'est pompiers pyromanes, c'est eux qui viennent nous dire cessez le feu. Et le président de la République démocratique du Congo je félicite les États-Unis. Non, il félicite les États-Unis pour son pouvoir. Parce que les États-Unis interdisent au Congo d'agir. À un certain moment, on pensait que l'Angola, c'est un allié ou un partenaire crédible. Et voilà, comme ça, voilà pourquoi on a quitté Nairobi pour l'accord de paix de Luanda sous la facilitation ou la médiation de Joao Lourenço. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est le cas où encore vous continuez à partager cet avis? Non. L'Angola n'a pas besoin de voir à ses portes ériger une puissance. Il faut être naïf pour penser que l'Angola, au fond de lui, veut la paix à la République démocratique du Congo. Et la République démocratique du Congo fragilisée. Mais ça fait aussi l'affaire de l'Angola. L'Angola est devenue une puissance régionale. L'Angola n'a pas besoin de le concurrencer dans sa puissance dans la région. Donc la paix au Congo, l'Angola n'a rien à foutre. Et donc, si nous n'avons pas compris que l'Angola n'apportera pas la paix au Congo, et de toute façon, et le Rwanda, et l'Ouganda, et l'Angola, ont les mêmes maîtres. C'est les États-Unis. Tout ça, c'est imposé par les États-Unis. On prend là ces deuxième extrait du ministre des Affaires étrangères au cours de la même cérémonie. Après, tête-à-tête, Fachi, Joao Lourenço. Et une question qui lui a été posée sur la présence de troupes rwandaises sur notre sol, d'après les rapports d'experts de l'ONU. Et voilà, écoutez sa réponse. Il a un peu titubé avant de répondre diplomatiquement. Regardez. Peut-être répondre en français, comme la question m'a été posée dans cette langue. Je disais que nous avons comme devoir, nous tous, donc, je parle de la médiation, tout comme le parti, nous nous sommes engagés à travailler dans le sens de consolider le processus. Cela signifie d'abord la restauration de la confiance. Je crois que c'est sur cela que nous travaillons. Deuxièmement, il a été décidé à Luanda qu'il y ait le renforcement du mécanisme de vérification ad hoc qui existe. Et c'est pourquoi vous avez vu qu'il a été, n'est-ce pas,
question du mécanisme ad hoc de vérification renforcé. Donc voilà les outils qui ont été mis sur place pour pouvoir donc faire en sorte que nous aboutissions aux résultats escomptés. Et cela, c'est un processus et nous sommes tous engagés dans ce sens. Il parle de la restauration de la confiance. Comment s'y prendre? Et le problème, c'est juste la restauration de la confiance ou continuer à nous faire croire que, voilà, le problème, on est tout près de la solution, alors que ce n'est pas le cas. Qu'est-ce que vous pensez de la réponse du ministre des Affaires étrangères de l'Angola? L'Angola, en son temps, n'a pas restauré la confiance avec Savimbi. Ils ont réglé le problème Savimbi. Et donc nous devons nous inspirer de bons exemples. C'est quoi restaurer la confiance? C'est-à-dire, les agresseurs chez nous, ils sont là, et nous, on vient, on commence à dire, vous êtes gentils. Hein, vous êtes gentils, on veut maintenant qu'on soit amis. Mais on n'a pas compris la motivation du Rwanda. On n'a pas compris la motivation de l'Ouganda, même des États-Unis, même au-delà de l'Europe. Hein? On veut balkaniser le Congo. Les minéraux critiques sont les minéraux qui vont créer les grandes puissances demain. On a peur de la Chine, on a peur de la Russie. Et nous avons les minéraux capables d'inverser les rapports de force. Capables d'inverser les rapports de force sur le terrain et que les États-Unis risqueraient de ne pas être la puissance dans les années à venir. C'est pour ça qu'ils veulent faire main basse sur nos minéraux, mais à vil prix. Donc, notre problème, ce n'est pas de restaurer la confiance avec les agresseurs. Notre problème, c'est que les agresseurs doivent quitter la République démocratique du Congo. Mais nous n'avons pas de position lorsqu'on vient nous dire ça, la restauration de la confiance à Kinshasa, au Congo, et on ne répond pas. C'est que nous n'avons pas saisi les enjeux ou alors nous sommes complices. Allez, merci beaucoup. On va prendre les enjeux ou encore les DES ont été jetés au niveau du Sénat. On connaît un peu plus sur la composition du bureau définitif de la Chambre haute du Parlement. Vous avez suivi l'élection et maintenant on a un nouveau bureau. Est-ce que nous pouvons nous dire maintenant que on va maintenant taire le bruit, taire les armes, fin les ambitions et maintenant on va travailler pour la République? Qui va taire les armes? Le Rwanda ou l'Ouganda? Les armes continueront à parler. Parce que l'objectif, c'est de saigner le Congo. Mais ce qui s'est passé au Sénat, ils n'en ont rien à foutre. Mais le Sénat a violé son propre règlement intérieur. Lequel? Parce qu'il y avait un poste, règlement intérieur, article 25, je crois, 26. Donc 27. Ça fait jaser dans tous les sens. Il y avait un poste réservé à l'opposition. Et dans la boulimie de l'Union sacrée, ils ont prépositionné un proxy de la majorité comme étant membre de l'opposition. Jean-Claude Baende qui a été élu au dépens de Salomon, Salomon Skadela, qui est le candidat de l'opposition d'Ensemble pour la République. Oui, et Baende n'est pas de l'opposition, Baende est du parti ou du regroupement d'IPRO, de ministre de la Justice. Le problème, c'est que les sénateurs ont décidé. Ils ont jeté leur dévolu sur Jean-Claude Baende. Est-ce que nous pouvons respecter les règles? Être un pays respectable, c'est aussi savoir respecter ce que nous nous sommes convenus, non? Les règlements intérieurs, c'est ce qu'ils se sont convenus. Ils ont envoyé à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a validé. Il faut respecter les règles. Ce n'est pas question de faire n'importe quoi. Ce poste-là est réservé à l'opposition. Mais dans la boulimie de l'Union sacrée, ils ont préféré prépositionner un membre de l'Union sacrée comme opposant. Est-ce que vous n'aviez pas été pris, parce que vous êtes alliés d'ensemble, vous n'aviez pas été pris pour le dindon de la farce? Parce qu'au départ, vous disiez que ces élections, ou cette élection n'en était pas une. Et pourquoi aujourd'hui, on vous revoit dans les institutions? Et c'est pas ça que... C'est pas suite à tout ça que Tshisekedi a parlé même de... ou qualifié Katumbi de borderline. Les députés de l'ensemble qui sont à l'Assemblée nationale, les sénateurs de l'ensemble qui sont au Sénat, parce qu'il n'y a pas d'alliés, ont été élus réellement par le peuple congolais. Chaos électoral, il y a eu. Nous n'avons jamais dit le contraire. Mais dans ce chaos vous devriez être aller jusqu'au bout avec votre logique. Mais nous sommes logiques. Dans ce chaos électoral, il y a des Congolais qui ont réellement élu ceux des députés de l'ensemble et ceux des sénateurs de l'ensemble. Et donc, ils sont allés représenter leurs électeurs.
Ils sont là-bas pour représenter leurs électeurs, pas pour représenter le régime. Malgré le fait qu'il y a eu chaos électoral. Il y a eu chaos électoral et ce n'est pas le premier chaos. On en a connu d'autres. Parce que nous avons un précédent en 2011. Est-ce que le résultat d'un chaos électoral sont-ils à prendre au sérieux? Non. Les résultats d'un chaos électoral ne sont pas pris au sérieux. C'est pour ça que notre pays est en train de tergiverser. Il fallait faire que c'est comme Etienne Tshisekedi l'a fait en 2011. Oui, mais les députés de l'UDPS sont rentrés. Les alliés de l'UDPS que nous étions avec Martin Fayoulou, avec Franck Diongo, ils sont rentrés au Parlement. C'est qu'ils sont rebellés, bien sûr. Je ne sais pas, mais je constate que les Congolais, même si vous leur dites de ne pas aller siéger, ils iront siéger. Nous sommes un pays particulier. Nous sommes un pays où on considère la politique comme étant une profession. Et donc, si vous dites aux gens de ne pas aller siéger, ben, comment vous allez faire pour leur payer leurs émoluments? Et donc, déjà 2011, Martin Fayoulou a siégé. Par exemple, selon vous, qu'est-ce que, par exemple, le leader d'ensemble pour la République aurait perdu en laissant aller ou traverser ceux qui ne lui sont pas fidèles ou loyaux? Le risque, c'est le risque de 2011 parce que nous avions un précédent. En 2011, le groupe UDPS qui est allé siéger, ben, comme il est allé siéger ce groupe-là en son propre nom, sans les quitus d'Etienne Tshisekedi, ils se sont comportés comme on sait. Il y en a qui se sont votés dans la corruption, il y en a qui se sont votés dans les alimentaires, dans les motions alimentaires, et ils n'écoutaient plus les partis parce que les partis ne les avaient pas mandatés. Aujourd'hui, Moïse Katumbi va tirer toutes les conclusions qui s'imposent. S'il pense que face à cette fumisterie-là, là c'est une tromperie au Sénat, s'il faut retirer, il tirera la conclusion. S'il faut rester, parce qu'il faut rester pour représenter les électeurs, ils vont continuer. Mais je pense que nous sommes dans un système qui n'apportera rien du tout. Je ne mets pas de l'eau dans ma bouche. Qui n'apportera rien du tout. Pourquoi? Mais parce que le système est né de la fraude électorale. L'ordre n'est né pas du désordre. Dans lequel vous êtes aussi. Vous êtes dans ce système. Oui, parce que nous avons des représentants là-bas, mais une infime minorité. C'est pour ça que j'ai dit, ils ne changeront rien. Mais puisqu'ils ont été élus et qu'on a décidé qu'ils aillent représenter leurs électeurs, c'est discutable. Mais en 2011, on a vu qu'ils étaient élus, le groupe UDPS. On les a interdits par leur parti. Ils sont rentrés quand même. Mais j'aimerais, quand le président de la République dit borderline, il commence par Martin Fayoulou, il n'a jamais reconnu. Est-ce que vous ne l'êtes pas? Regarde de tout ça. Le président de la République a d'abord un problème de lexique. Dans son idée, je pense que ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Parce que c'est une insulte. Trouble de personnalité. Pour ceux qui parlent mieux l'anglais que vous et moi, estiment que le président n'était pas dans le péjoratif non plus. Il devait se traduire alors dans ce cas-là. S'il l'avait dit en anglais, il devait se traduire. Puisqu'il y a même, il a laissé le mot comme ça. Il y a même sa mimique. On va prendre ces petits extraits tout simplement pour voir la mimique quand le président parle et la mimique qui s'ensuit. En tout cas, c'est quand même déterminant et ça pourrait mettre fin à ce débat. Il a accepté qu'il rend. Il y a mis geste, ça le geste. Borderline. Joseph Kabila, n'en parlons pas. Lui, il a carrément boycotté les élections et prépare une insurrection parce que l'AFC, c'est lui. Donc, dites-moi. Est-ce que cette mimique ou cette gestuelle ne vous rassure pas? Non. Pour mettre fin à ces débats. Rien ne rassure dans cette interview. Le président de la République la forme d'abord, c'est un homme malade en convalescence et qui est en train de tout confondre. Dans le fond, il dit qu'il faut me juger en 2028. Son œuvre. C'est en 2028. Il dit qu'il ne faut pas le juger maintenant par rapport à son deuxième mandat. On prend des Congolais pour des imbéciles. Il est dans son deuxième et dernier quinquennat. Il en a déjà fait un complet. 5 ans. Plus une année bientôt, au mois de décembre, ça sera 6 ans. Attendez. En 6 ans, pour 10 ans, on ne peut pas avoir un jugement déjà au bout de 6 ans. Il dit qu'il faut attendre 2028, comme s'il venait de commencer en 2024. Non, le président de la République, ça fait 6 ans bientôt qu'il est au pouvoir. Et son œuvre doit déjà être soumise au jugement des Congolais. Mais on devra le juger mandat par mandat.
Non, mais Il a fait un premier mandat et c'est pour cette raison que les Congolais lui ont renouvelé cette confiance en le plébiscitant comme chef de l'État pour un second mandat. Et là, on verra c'est à quoi va ressembler au moins son bilan pour les 5 prochaines années. lui-même, les premiers mandats, il n'en parle plus. Hein. Il ne parle plus de jugement en 2028. Il parle seulement sur ce mandat. Ce n'est pas logique. Moi, je suis de l'école cartésienne. Je suis cartésien. Et je suis désolé. Lorsqu'on veut parler d'une chose, il faut avoir une certaine logique. Je suis président depuis plus de 6 ans, depuis bientôt 6 ans. Il faut me juger sur mon œuvre depuis 6 ans. On n'a pas ascendé. Sinon, on va commencer comme dans l'UDPS. À un moment donné, ils ont dit, il a géré 2 ans avec Cash, avec Kabila. Hein? Et donc, il faut annuler ces 2 ans. À un certain moment, il y a eu ce débat-là dans l'UDPS, qu'il fallait annuler les 2 ans de FCC Cash. Mais si vous annulez les 2 ans de FCC Cash, vous annulez les voyages aussi. Hein? Il doit rembourser les voyages, parce qu'il en a fait beaucoup. Donc, vous comprenez qu'il faut avoir une logique. Venons-en Son au Sénat. bilan est catastrophique. Et toujours dans cette interview-là, il dit qu'il va baisser les pouvoirs d'achat. Ça, c'était un lapsus linguae. On peut le lui accorder. Donc, dans le cas de Bordeaux-Line aussi, je lui accorde c'est un lapsus. Dans le cas de Joseph Kabila aussi, hein, égal FCC, AFC, je lui accorde c'est un lapsus. Hein? Donc, en ce moment-là, on ne saurait pas l'inscrire dans une logique de compréhension, son discours. Quand il dit Borderline, quand il dit Fayoulou a refusé les élections, mais en 2011, il y avait toujours le chaos électoral. 2 ans après, UDPS est allé à Ibiza, en Espagne. L'UDPS est allé à Bruxelles pour négocier avec Kabila. Le chaos électoral était toujours là. Beaucoup aujourd'hui sont ceux qui donnent raison à faire au chef de l'État. Parce qu'on ne sait pas cerner, votre position. Vous êtes de l'opposition ou vous êtes avec le pouvoir. Vous ne savez pas vous définir, moins encore, vous assumez en tant que parti politique et qui se réorganise et qui a envie de prendre l'impérium en 2028. Si nous étions avec le pouvoir, ils n'auraient pas traité Moïse Katumbi de borderline. C'est parce que nous ne sommes pas avec eux. Nous sommes l'opposition et la vraie opposition. Il a félicité, non, dans son discours. Nous y sommes toujours. Il a félicité Mukwege, Mukwege a réagi. Mais il a félicité... Non, ça, c'est son devoir qu'on lui a mis. Et jusqu'à présent, on n'a pas encore de déclaration officielle de Mukwege. Il a félicité Mouzitou. Par rapport à cette interview. Mais cette stratégie de féliciter, il s'est même octroyé le droit de décerner un certificat d'homme d'État à Mouzitou. Mais cette stratégie, on la connaît depuis Mobutu. Voilà, on prépositionne les proxys du pouvoir dans l'opposition. Et on les félicite, on dit ce sont eux les hommes d'État. Non, le président de la République n'a pas demandé les félicitations. Il veut être félicité par Katumbi, il veut être félicité par Fayoulou, il veut être félicité par Kabila. Mais il faut libérer Bounagana. Monsieur le Président, les jours où vous libérerez Bounagana, les jours où vous libérerez Massissi, les jours où vous libérerez Rutshuru, vous aurez les félicitations de Moïse Katumbi, je vous garantis. Et je pense que même Kabila et Fayoulou vont vous féliciter. Mais demandez les félicitations aujourd'hui pour avoir fait quoi? Non, il n'en a pas besoin. Il n'en a pas besoin, c'est pas ce qu'il a dit. Mais il a félicité Mouzito pour lui avoir félicité pour la 6e. Merci beaucoup. La 6e revue qui est allée de FMI qui 6e revue a apporté quoi au Congo? Voilà, Samalou Kondé, président du Sénat, après avoir rempli son mandat de Premier ministre, est-ce que vous pensez que ces bureaux méritent largement qu'on lui fasse confiance? Ça, la question, il faut la poser à l'Union sacrée. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui adviendra. Je constate tout seulement qu'il y a un conflit entre la base de l'UDPS et le président de la République. Parce que la base, et les images sont là, avait récusé la candidature de Samalou Kondé. Mais le président de la République a imposé. Et les sénateurs de l'Union sacrée, se sont pliés. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui adviendra. Là, il y a une césure, une coupure entre la base et les présidents de la République. Je ne sais pas qu'est-ce qui adviendra. l'UDPS est à craindre. Vous avez vu ce qu'ils ont fait déjà au stade de martyr. Est-ce que cette base ne serait pas montée par une main noire contre le pouvoir de Félix Tshisekedi? Parce qu'on sait aussi que dans l'UDPS,
tout ne semble pas aussi aller comme sur des roulettes. Mais Noir, je ne sais pas. Mais je constate que ce sont des gens qui se sont exprimés et ont mis sur la place publique leur expression. On sait qu'ils sont contre Samalou Kondé. On sait que Samalou Kondé a été candidat d'abord indépendant. Et puis après le quitus du président de la République, il a changé sa candidature d'indépendant en candidat de l'Union sacrée. Bon, maintenant il est là. Moi je ne sais pas qu'est-ce qui adviendra. D'abord entre le président de la République et sa base. Et puis moi je ne sais pas. Hein. Le président de la République est malade. Hein. Il venait de la Belgique, de l'hôpital. Il n'est plus malade, il est convalescent. Il est en train de reprendre forme et on lui souhaite... Je le souhaite qu'il se rétablisse parce que nous sommes tous soumis aux aléas de la vie. Voilà, il y a eu des nominations aussi au sein de l'Agence nationale de renseignement, des personnalités qui ont été portées à plusieurs postes. Eh bien, quel est votre regard après la lecture de cette ordonnance? Les agents secrets sont au service de la sûreté de l'État. Au service de la sûreté de l'État. J'ai constaté par contre, pendant un moment, plutôt que de s'atteler à la sûreté de l'État, ils se sont mis à traquer les opposants. Ils se sont mis à traquer les opposants, le cas de Mike Mukebayela et même Jean-Marc Kabont. Si maintenant ce sont des professionnels, je ne veux pas déjà d'entrée de jeu, alors qu'ils n'ont pas encore commencé leur travail, émettre un jugement. Ça ne serait pas logique. Laissons-les travailler, mais tout ce que je leur demande, c'est de mettre au cœur de leur travail la sûreté de l'État. Nous avons besoin que Bunagana soit libéré, nous avons besoin que Rutshuru soit libéré, nous avons besoin que l'Est de notre pays recouvre sa paix et une paix durable. Et donc les services de sécurité dans un pays sont très importants. Ils doivent faire le travail de la sûreté de l'État et non de la traque des opposants comme ça a été le cas. Et des voix s'élèvent parce que là on voit des visages d'une même contrée qui sont dont leur nom a été lu dans cette ordonnance. Qu'est-ce que ça vous fait? Vous partagez ces points de vue? S'ils sont compétents, moi je ne veux pas adresser les Congolais les uns contre les autres. Tout est question de compétences. S'ils sont compétents et qu'ils font bien leur travail dans le sens de veiller à la sûreté de l'État, ça ne me pose aucun problème. Mais si c'est pour servir un individu avec des ordres de traquer l'opposition, là on va commencer à les indexer. Voilà, parce qu'ils sont de la tribu du président de la République, qu'ils indexent X, Y, Z. Mais laissons voir, laissons-les travailler et nous jugerons le moment venu. Allez, merci beaucoup, Patrick Katanga, d'être venu. Un dernier mot ou un sujet qu'on n'a pas pu aborder. En tout cas, vous avez au moins 2 minutes pour commenter. Non, le sujet, c'est... je trouve inacceptable que le président de la République se vote dans le populisme dans son interview en disant que Kabila égale AFC. C'est mettre les Congolais les uns contre les autres. Nous avons eu un procès ici. Mais cette interview n'est plus d'actu quand même. Nous avons eu un procès il y a quelques jours. Procès Nanga. Lui-même qualifie la justice de malade. Mais je constate qu'il y a eu un procès Nanga. Kabila n'avait pas été convoqué. Nous avons eu un rapport des Nations Unies. Les experts des Nations Unies, les derniers rapports, ont parlé des agresseurs du Congo. Ils ont parlé du Rwanda et de l'Ouganda. Ils n'ont pas parlé de Joseph Kabila. Par contre, dans son interview, le président de la République ne parle pas de l'Ouganda. Alors que les experts des Nations Unies ont indexé l'Ouganda et le Rwanda. Pourquoi le président de la République ne parle pas de l'Ouganda comme agresseur du Congo? Qu'est-ce qui se cache derrière? Le Congo doit savoir parler au monde et avoir une ligne de conduite sur les plans diplomatiques et bâtir un outil de défense à la taille de menace, parce que nous sommes un pays menacé. Mais si c'est accusé X, Y, Z, parce qu'ils ne sont pas de votre camp, nous ne sommes pas en train de servir le Congo. Le président de la République, à chaque fois qu'il se sépare de quelqu'un, il le diabolise. Il s'est séparé de Martin Fayulu à Genève, il a diabolisé. Il s'est séparé de Kabila, FCC Cash, il diabolise Kabila aujourd'hui. Il s'est séparé de Moïse Katumbi dans l'Union sacrée, Moïse Katumbi est aujourd'hui le diable. Non, c'est le style du personnage, mais c'est du populisme. Ce n'est pas vrai. Kabila, c'est un Congolais. Et moi, je veux qu'on construise une dynamique qui mette ensemble les leaders charismatiques
de la politique congolaise. Je veux que le président de la République prenne tout son courage dans l'optique de rechercher la paix à l'est de notre pays. Que le président de la République appelle Moïse Katumbi, que le président de la République appelle Martin Fayulu, que le président de la République appelle Joseph Kabila Kabange, la société civile Force vive de la nation, Dr Mukwege, qui se mettent sur la table pour nous proposer et discuter de façon à avoir un plan de sortie des crises à l'Est. Ce n'est pas pour le partage du pouvoir, c'est pour la recherche de la paix durable à l'Est de notre pays. On a besoin d'expertise de ces opposants emblématiques. Merci beaucoup, c'est votre dernier mot et cette émission est terminée. Merci à vous de nous avoir regardés, merci de votre confiance, merci parce que vous continuez à vous abonner au jour le jour. Nous en sommes tellement fiers et nous vous remercions énormément. En tout cas, nous prenons rendez-vous pour demain avec la dose de plaisir. Portez-vous bien car chaque jour est une vie. Prenez soin de vous et bonsoir chez vous. À tout à l'heure mesdames, à tout à l'heure messieurs.